Merci Suzanne. Je me permets de dire devant les Constantinois, je la remercie de me donner la parole pour parler de ma ville et de mon pays. Je ne peux pas trop m'étaler pour des considérations de réserve, puisque nous sommes invités dans un lieu hautement symbolique par rapport au sujet. C'est-à-dire que j'aimerais qu'un jour, s'il y a parmi vous des universitaires, des mouvements associatifs, de m'inviter et de me donner la parole. Je remercie Suzanne d'avoir fait des milliers de kilomètres pour venir parler de quelqu'un, d'un passant de la ville, et qu'on ignore. Alors que j'ai l'université qui est à moins d'1 kilomètre de ma maison, que j'ai côtoyé tout le monde, des universitaires, des citoyens humbles, des responsables, du plus petit jusqu'au sommet. Et là, je peux rendre hommage à Mersin Boujnana, un grand monsieur, qui m'a, parce que cette association de Marseille voulait, il considérait que tout ce que la France a réalisé, c'est leur propriété. Je reviens à une expression que on s'était complété dans une discussion parce que on est resté presque un mois à Constantine, on travaillait. Et moi, je me disais, mais bon Dieu, en 62, pendant la période du cessez-le-feu, un jour, je sors, et puis je ne trouve pas les statues, je trouve les socles vides. Il y a eu un vol, mais avec la complicité du propriétaire. Sauf que, en m'insurgeant, en 62, juillet, août, septembre, j'ai risqué ma vie. Je peux vous le dire. Maintenant, je peux parler publiquement, mais à moitié. Il y avait à la mairie une grande peinture, 6 mètres sur 3 à peu près, la prise de Constantine d'Horace Vernet. C'est une copie dont l'original est au château de Versailles. Vous savez, au château de Versailles, il y a toute une salle avec tout l'historique des 2 batailles de Constantine. C'est vous dire que cette ville, combien elle a résisté. Au moins 82 sièges, celui qui a réussi, c'est celui de 1837. Et au château de Versailles, il y a cette grande peinture, la prise de Constantine, que moi je dis la bataille de Constantine, ou la résistance de Constantine. Parce que tous les monuments qui ont été pris, qui étaient dans l'espace public, ont représenté les maréchaux, les généraux. C'est une manière de dominer l'espace public et l'Algérien, avant 62, pour lui dire « tu ne dois pas lever la tête. On est là. » Donc c'est une représentation du dominateur à l'indépendance. Donc j'étais un artiste. De toute façon, j'étais jeune, mais j'étais un petit peu flou. Et ça me travaillait. Le problème de la création artistique. Est-ce que je dois produire des œuvres qui s'adressent aux yeux, et à la mémoire, bien sûr, ou bien je dois plutôt réfléchir de l'écriture artistique tout en répondant à ce besoin identitaire, émotionnel. Donc c'est un problème fondamental de la création. Donc l'œuvre coloniale, avec tout ça, ces redans de violence, d'expropriation, de domination,
moi, je réponds à cela, mais avec pas l'œuvre des yeux, mais l'œuvre intérieure, c'est-à-dire la création. Comment répondre, comment symboliser une œuvre qui répond à la résistance, à la mémoire, mais pas avec les yeux, mais avec imagination, pour que l'œuvre soit éternelle. Parce que l'œuvre des yeux, elle est mortelle. Dès que le temps passe, elle est déclassée. Elle n'a plus aucun sens. Par contre, une œuvre de l'émotion, quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, l'artiste, c'est Zadkine. Il a une sculpture qui est à Amsterdam et qui parle de la déchirure de la Deuxième Guerre mondiale. Quand on regarde une œuvre qui sort de l'émotion, à n'importe quel moment de l'histoire, elle reste parce qu'elle exprime la douleur. Et la douleur d'hier, d'aujourd'hui, de demain, c'est toujours la douleur. Je saute un petit peu. L'œuvre de Guelma. Cette œuvre de Guelma, c'est la douleur. Comment exprimer la douleur? Je crois qu'elle existe sur ton ouvrage. Oui, mais pas ici. Oui, parce qu'on a été avec Suzanne, je l'ai redécouverte. C'est une œuvre sur le 8 mai 45. Et donc j'ai sculpté la douleur. C'est pour que cette œuvre reste toujours vivante, pour parler du crime, du passé, et pour parler, réveiller les consciences d'aujourd'hui et de demain, que ce pays, que ce peuple vous demande de ne pas oublier. Malheureusement, quand on est allé, j'ai découvert, ça me peine beaucoup. Ils l'ont abîmé. Un jour, si l'université me le demande, si une association me le demande, on peut aller, à ce moment-là, rentrer dans le vif du sujet. Le monument aux morts, Am Hassan Boujna, il reçoit une lettre lui demandant on paye. Et il m'a dit, moi je faisais la statue de zéro. Encore une histoire. Il m'a dit, mon fils, qu'est-ce que tu en penses? Il y avait Habib Boujma, monsieur. Je lui dis à Mersen, c'est à nous, c'est notre bien. C'est un bien mauvais. Ça reste toujours nous. Et la justice, quand il y a un crime, on a besoin de preuves, d'aller. Le monument aux morts, d'aller, c'est ça, la preuve. Et c'est un grand monsieur, il m'a répondu, comme répondait le Boumdienne. Je suis le président et je décide que le monument reste parce que tout l'exécutif voulait se débarrasser. Je ne sais pas quoi. Bref. Et c'est comme ça que le monument est resté. Donc, premier sauvetage, 1968. Deuxième, à la veille du 20e anniversaire de l'indépendance, on a voulu l'arabiser, le transformer comme monument des martyrs. Heureusement qu'il y avait un camarade qui était Walid Constantine Chaban et Abdrahim. Et il y avait un responsable du parti qui était éclairé, c'était Abada. Je les ai sensibilisés, c'est comme ça que... Parce qu'ils voulaient enlever tout ce qui... D'ailleurs, vous pouvez remarquer sur la façade du monument, on a enlevé plein de choses. Ils ont commencé à... Je ne cite pas qui. Enlever la statue, mettre Allah, Mohammed, et c'est ça. Donc, voilà. Deuxième sauvetage. Résultat.
l'événement pour commémorer la Première Guerre mondiale, 2014, Constantine a reçu symboliquement, si on avait donné ce monument, si on l'avait démoli, il n'y aurait pas eu cette rencontre entre l'ambassadeur de France, l'ambassadeur d'Allemagne, sont venus à Constantine, parce que c'est l'un des plus beaux monuments de France à l'époque. Le site, puis c'est Tingad, la statue, elle est au musée. Elle était découverte dans les entrailles de la ville. La Victoire, quand ils ont commencé à restructurer la ville de Constantine, ils l'ont découvert qu'elle est là-bas. C'est un agrandissement avec un système, une technique que je l'ai apprise à l'École supérieure des Beaux-Arts de Paris. Donc, vous voulez un peu, j'ai convaincu, on l'a laissé sauver pour le 20e anniversaire, et j'ai fait le cimetière de Shuhada sur la route de Heinsmar. Là aussi c'est une histoire aussi. J'essaie de papillonner, il y a tellement de choses. Zéro Yosef. L'histoire de Zéro Yosef, j'ai pris l'initiative seule, parce que je rentrais de Paris et il y avait la statue de l'Émir al-Qadr, la première. Tu sais, je viens de découvrir, parce que je ne savais pas, que la deuxième statue, c'est l'œuvre d'un sculpteur polonais, Mariusz Konieczny. Tu sais, je me permettrai de vous lire un petit passage. Le premier, c'est un mascara. Mais voilà. Il est beaucoup, la statue de mascara, elle est 1000 fois plus belle que l'actuelle. Parce que là, ni le cheval ne ressemble au cheval arabe, ni l'émir ne ressemble à l'émir. C'est un système soviéto-machin. Ils ont des ossatures et on fabrique des statues équestres à la chaîne. Quand je suis rentré de Paris, j'ai trouvé ça, j'étais choqué. Comment moi, considéré aux Beaux-Arts de Paris, tout ça, je rentre à Constantine et j'ai pris l'initiative, je suis allé au village de Zéro, ils m'ont dit, tu veux faire ça? On est là. Je ne raconte pas tout, hein, parce que vous savez, je ne peux pas. Et j'ai fait tout seul. Et quand la statue commence à émerger, alors on m'a pris en considération. Sauf que, attends, on ne la met pas sur la place publique. Mais quand on l'a, ici, l'usine du plan, là où il y a les meubles, ils ont décidé de la faire sortir le 20 août. On va jusqu'au coq, et ils l'ont mise au commissariat du parti, l'actuel tribunal. Et là, donc, elle est rentrée dans le trou noir. Mais il y avait au moins entre 10 et 15 000 personnes derrière cette statue, avec beaucoup de noms historiques. Et des zrarettes, c'est inimaginable. Je peux dire qu'il y a eu le 1er 20 août 55 réussi, c'est celui de 55. Mais je peux m'enorgueillir de dire le deuxième 20 août réussi, c'est ce que j'ai fait avec la statue de Zéro en 1969. Mais je vous assure que s'il y a des historiens, s'il y a des Algériens qui veulent, parce que moi j'ai 82 ans, aujourd'hui ils ont enterré un ami à moi. Je me suis excusé pour cela. L'histoire de la statue, son cheminement pendant 53 ans, mérite un livre volumineux. Je m'arrête là. Je reviens pour le mémorial d'Alger. Je suis l'initiateur de l'idée, je vous le dis, 1972. J'ai proposé, parce que, voilà, le 3 juillet
j'étais avec César. César, je ne sais pas si, je précise toujours, il ne s'agit pas de Jules. Hein. Bon, oui, je suis obligé de préciser. C'est vrai. César, c'est l'un des plus grands sculpteurs du XXe siècle. C'est un groupe, ce qu'on appelle les nouveaux réalistes. César, Tengueli, Armand, Nikit Saint-Phal, avec un philosophe, c'est Restani. Et César, on est trois à l'avoir imposé à l'École supérieure de beaux-arts de Paris parce que je suis un 68 art. Et César, un contestateur, il ne voulait pas de lui comme l'École supérieure. Et nous sommes allés voir le ministre de la Culture de Georges Pompidou. On lui a dit on veut. Parce que parmi les trois, il y avait quelqu'un qui était solide. Et c'est comme ça. Et il le reconnaît. César a écrit une très belle lettre pour essayer de m'aider en Fernand Pouillant. Très belle lettre. Ouais. Khalfi, il a été surpris, je crois qu'il est là. Ouais. Il a dit quoi? Bon. Oui, mon cher. Et donc, le maire de Marseille, M. Gaston Defebvre, parce que dans d'autres mondes, sur d'autres cieux, l'homme politique, il est fier d'avoir comme ami un musicien, un poète, un sculpteur et tout. Alors, César, c'est un immigré italien installé à Marseille, puis devenu un artiste, ses parents, tout ça. Et il lui a dit, mon cher ami, tu vas me faire une œuvre sur les Français d'Algérie. Et il a fait une hélice de plateau magnifique et tout. Et j'étais donc dans l'inauguration où il y avait la Légion étrangère, il y avait du monde. Après, je lui dis, mon cher César, je vous ferai la réplique de l'autre côté. Pacifique, artistique. Effectivement, je suis rentré et il y avait un certain Kamal Abdullah Khouja, qui était secrétaire d'État et tout. Je viens, je lui dis, voilà, je veux faire quelque chose, voilà ce qui s'est passé de l'autre côté, je veux faire quelque chose. Le lieu, c'est Gefred, là où l'armée a débarqué. Ce lieu fragile, occupé, je veux en faire le lieu de la liberté, de l'identité de cette nation, de cette résistance. Et à ce moment-là, on faisait des villages, c'était Pouillant, des villages pour le tourisme. J'ai dit donc, à Ségefred, voilà ce que je propose. Faire une œuvre, mais une œuvre de création et d'imagination avec autour des institutions de la mémoire comme les archives nationales, le musée d'histoire et des ateliers de résidence pour l'élite artisanale, poétique, tout, où on réfléchit. Et ça se termine au bout de 2 ou 3 années. J'ai un petit peu, on n'invente pas. L'être humain, il est alimenté par des civilisations. C'est la Villa Médicis à Rome que j'ai frôlé si j'avais pris la nationalité. Je ferme la parenthèse. Donc, c'est des ateliers. Après, ça se termine par un titre, par un diplôme de la République, de la Révolution, tout ça. Mais l'œuvre, elle s'adresse au bassin méditerranéen, puisque l'Algérie, l'Afrique du Nord, c'est un lieu de parcours, d'aller-retour, toutes les civilisations, toutes les races, toutes les religions en aller-retour. Donc, l'Algérie, c'est un peu un cœur battant dans ce bassin méditerranéen. Je me nourrissais de tout cela. Un jour, parce que en tous les cas, je me retrouve devant le colonel Mohamed Saleh Hewi. Je lui raconte cette histoire. C'est un grand moujahid, c'est l'un des plus grands blessés, c'est le plus grand blessé de la guerre de libération. Et il a été sauvé pendant la guerre de libération par le docteur Gedj.
Ça, après, d'ailleurs, il a fait une attestation communale. C'est magnifique. Je lui dis voilà. Alors lui, il me dit, c'est un grand projet. Faut la décision, c'est tu dois rencontrer le président Boumedienne. Et là, je lui dis, vous savez, vous allez me présenter au président, je préfère vous dire qu'on ne vous le dise. J'ai quelques petits ennuis. Il fait comme ça. Avec un rire. C'est comme ça que j'ai rencontré le président Boumedienne dans un cercle. Il y avait un grand projet pour le pays. J'étais donc inscrit dans ce grand projet. Et donc, le travaux devait commencer. Malheureusement, il y a eu l'affaire qui nous traîne les pattes. La marche verte, 75. Regardez ça, avec tout ça, ça continue. La lâcheté de nos voisins. Parce qu'on a payé pour beaucoup de monde, pas uniquement pour nos voisins, mais le continent africain. Ce pays. Voilà. Et avec cette fameuse marche, tout ça, voilà. Après, malheureusement, Boumedienne est parti, mais dans cette discussion, il y avait quelqu'un qui est devenu après président. Et là, on m'a éliminé du circuit. On a ramené ce fameux Polonais. Et moi, j'ai été éliminé du circuit. Je ne sais pas, j'ai un peu trop... Il faut des questions. Voilà, oui, donc, voilà. Si vous voulez, je peux un jour donnez-moi la parole. Je vous remercie. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des questions pour lui, pour moi? C'est grâce à cette grande dame. Sinon, on continue. Pour revenir à notre sujet, qui est les monuments décolonisés. Okay. Madame, est-ce que vous pouvez... À haute voix, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce titre? Micro. Allô? Rapprochez le micro. Voilà. C'est bon? C'est bon? Oui. Bon, pour revenir à notre sujet, parce que je pense avec M. Benahia, on est un petit peu sorti du sujet, on a étalé pas mal de trucs historiques, on a parlé. Mais pour revenir au titre de votre livre, c'est un livre, c'est bien ça, madame? Hein? C'est un livre? Oui, c'est un livre. C'est un livre. Ok. Pourquoi ce titre? Les monuments décolonisés. Ces monuments-là, par qui ont-ils été colonisés? Hein? Si vous pouvez nous expliquer. Est-ce qu'en prenant un monument qui représentait pour nous la colonisation, un bugeaud, et vous dites que vous, en le transférant légalement en France, il devient, d'après ce que je comprends, il devient décolonisé. C'est comme si ce colonisateur, sa statue était colonisée en Algérie. C'est tout. Je peux avoir une explication sur ça. Non, le monument, par exemple, le monument d'Oran, qui était légalement, c'est une des rares cas, la plupart sont complètement illégaux, sont emmenés à Lyon, à la Duchère. C'est devenu un site de pèlerinage pour les pieds noirs, la perte d'Algérie, l'Algérie française. Tous ces monuments aux morts, pour lesquels les Algériens ont payé cher, plus que les Français, on connaît les chiffres, est devenu, quand le monument part en France, une autre chose. Okay? Ça, c'est un exemple. Les monuments qui restent en Algérie sont des monuments coloniaux, n'est-ce pas? Si vous
vous avez des monuments français ici en Algérie, qu'est-ce que vous faites avec les monuments? Est-ce que je pose des questions, je ne suis pas totalement sûre. Par exemple, le monument à Arjus, qui était un monument mort des marins français, est maintenant un jeu pour les enfants. Est-ce que ça, c'est un monument décolonisé? Ça veut dire que les anciens coloniaux, ils ont décidé l'avenir de ces monuments qui étaient imposés. On a exactement, parallèlement, la même chose aux États-Unis. On a les monuments de notre guerre des successions. Alors, le même débat. Est-ce qu'il doit rester? Est-ce qu'il faut les détruire? C'est un symbole de notre terrible histoire de racisme aux États-Unis. L'Algérie, parmi toutes les colonies françaises, ils ont le plus grand nombre des monuments. Qu'est-ce que les Algériens font de ces monuments? C'est ça qui m'intéresse. Et est-ce que c'est une manière de les décoloniser? Si ça devient quelque chose à vous, pour vous. Et en plus, ce que M. Benyahia a dit, c'est important de garder les preuves de ce colonialisme extrêmement brutal et raciste. C'est une preuve, comme lui le dit, pas moi, de crime contre l'humanité. Parce qu'une statue n'est pas une statue, c'est pas quelque chose seulement matériel, c'est sur la terre dépossédée des Algériens. Le main-d'œuvre, c'est algérien. Le marbre vient de la terre algérienne. Les soldats qui sont morts pour la France sont algériens. Alors, le monument englobe tout ça. Et qu'est-ce que les Algériens font de tout ça? Vous avez eu depuis 1962 plusieurs réponses. Aux États-Unis, on est en pleine guerre contre nos monuments qui ne sont pas si beaux qu'ici, franchement. Ils sont tous les moules des généraux. Vous pouvez avoir un général du Nord et du Sud qui viennent du même moule, c'est juste le titre est différent. Ici, la France, ils ont envoyé des artistes. Il y avait un prix d'Alger, il y avait le Villa Abdelatif, il y avait tellement des artistes qui se sont installés totalement protégés par le système colonial. Ils ont produit beaucoup de créations que moi je trouve extrêmement belles. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On détruit, on renvoie en France, comme les Français ont déjà fait, ils ont spolié. D'après toutes les lois de patrimoine, ça appartient à l'Algérie et c'est à vous de décider qu'est-ce que vous allez faire. Si tu permets, Oui. juste compléter ce que dit Suzanne, toutes ces statues, ce que j'ai toujours proposé, c'est que la prison de Koudia, qui est là, la gendarmerie, c'est l'ancien tribunal militaire, il y a même un souterrain entre tout ça, c'est récupérer notre patrimoine de l'époque coloniale pour construire ce fameux musée de l'histoire du colonialisme, crime contre l'humanité. J'aimerais bien revenir sur votre approche, c'est-à-dire par rapport au micro. Galantry, je vous le laisse. Excusez-moi. Mani Sourad, je suis chercheur en classe, c'est-à-dire notre approche au centre de recherche, c'est toujours l'aspect anthropologique. Et puisque vous êtes professeur en anthropologie, j'aimerais bien comprendre, c'est-à-dire votre approche anthropologique par rapport à votre ouvrage, surtout que tout à l'heure vous êtes en train de dire que les questions que vous êtes en train de poser, c'est comment, c'est-à-dire ces statuts, que représentent-ils pour les Algériens? Et bon, pour les Français, je ne sais pas. Enfin, vous avez évoqué quelques points. Mais j'aimerais bien comprendre, c'est-à-dire vous poser la question, est-ce que vous avez
il y a eu l'approche anthropologique dans votre ouvrage justement pour voir le point de vue des Algériens par rapport à ces statuts. Parce qu'il y a autant qu'Algériens, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant de certains statuts, même si on parle le sens que représente un statut, ou une statut, pardon, pour un Algérien. Donc je reviens toujours sur l'approche anthropologique, parce que si je comprends bien, votre ouvrage, il y a l'aspect historique, si j'ose dire, parce que quand vous avez parlé tout à l'heure du contexte, et aussi l'aspect artistique. Mais l'approche anthropologique, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y avait cette... Merci. Bien sûr, l'anthropologie n'ignore jamais l'histoire. Même que les historiens ignorent l'anthropologie. Ça veut dire, qu'est-ce que les gens pensent de tout ça? Il y a des gens qui l'ignorent. Il y a une statue près de moi, il y a très peu de statues à Los Angeles, où j'habite, il y a une seule que j'ai vue. Après 10 ans, je me suis rendu compte, c'est là-bas, sur le coin. Ça date de la guerre espagnole-américaine de 1898. Pourquoi c'est là-bas? Il y avait une raison pour mettre. La raison pour mettre tous ces statues, c'est de construire une petite France ici en Algérie. Vous allez en France, vous allez voir tous les statues dans tous les petits places. Mais ici, il y a un autre sens. Il y a un sens de brutalité coloniale. Et quand ça reste, ce que je me demande, et je suis venue ici depuis 90, chaque fois quand je trouve une statue, je fais des enquêtes. Ça, c'est le côté anthropologique. C'est comme ça que j'ai appris que le statut sétif a des pouvoirs de fertilité. C'est très important, c'était très important pour moi. Et efficace, que j'ai trouvé dans mon propre cas. Mais pour les gens là-bas, quand je suis venue la première fois en 90, on m'a emmené et mes collègues étaient très fiers de la statue de Sétif. Ils m'ont expliqué que c'est après les mariages, les couples viennent ici, ils demandent oui, il y a une pratique. Parce que c'est construit sur une puits de fertilité. Alors on a plusieurs niveaux, mais la femme nue reste là-bas, toujours. Et les deux marchent ensemble. Oui. Alors on a plusieurs niveaux de la possibilité de chaque statue. Mais le monument ici à Constantine reste un monument mort parce que les noms sont affichés et c'est vos ancêtres, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents qui ont mort pour la France. Ça, c'est important. Et quand j'étais là-bas, je suis visitée plusieurs fois, il y a les gens qui s'intéressent beaucoup. C'est mieux touristique algérien maintenant. Comme beaucoup des monuments au nord français, il y a le grand monument à Sidi Kada que les Français ont construit pour l'émir Abdelkader. Tous ces monuments sont dans mon livre. J'ai choisi juste quelques-uns. Et ils ont construit parce qu'ils ont pris l'émir Abdelkader comme une fausse. Ils ont changé l'émir à un faux symbole de réconciliation des Français musulmans. Maintenant, c'est autre chose. C'est dans un joli jardin. C'est un monument pour l'émir. Si ça vient de la France ou non, on s'en fout. Parce que le monument prend des autres possibilités depuis 62. Ça, c'est une manière de comprendre la décolonisation de monuments que les Algériens eux-mêmes donnent un autre sens ou gardent une partie parce qu'il y avait des morts, ou ils donnent leur manière de vivre avec le monument. Il y a beaucoup de gens qui adorent les monuments. Il y a des gens qui veulent les détruire. Ça peut exister en même temps. Ça, c'est le côté anthropologique. Alors, je rejoins ce qu'a dit mon copain de l'autre côté sur mémoire décolonisée.
Et moi, j'ai pris le temps de lire un petit peu sur les monuments décolonisés, entre guillemets, en France. Et j'ai vu que, parmi beaucoup de choses que j'ai lues, qu'il y avait une très grande inscription héritage colonial. Monument décolonisé, héritage colonial. J'étais choqué d'ici, parce que nous, on n'hérite pas. On n'hérite pas de ce monument. Ce n'est pas un héritage. Un héritage, c'est un bien qui est transmis de génération en génération, mais un bien, on va dire. Or, quand on parle d'héritage, c'est un Français qui est, j'ai plus le nom en tête, c'est comme si on faisait référence à ce qu'on appelle la partie positive de ce que la France. La partie positive de la colonisation, ce qui est une aberration pour nous. Il n'y a pas de partie positive lorsqu'on colonise un pays. Quant aux questions que vous posez, très très intéressantes, j'espère qu'il va y avoir un relais des institutions, des chercheurs, historiens, pour pouvoir répondre et ne pas laisser ces monuments, qui pour moi, le titre aurait été une suggestion, ça aurait été super bien d'écrire Monument d'Algérie, mémoire et histoire. Parce que ça restera pour que les générations futures puissent comprendre notre histoire, notre passé et ce que la France coloniale a fait subir au peuple algérien. Voilà. Je ne sais pas si je vais répondre parce que je suis un peu confuse. Alors, le mot décolonisation a une simple définition géopolitique. Quand la France et l'Algérie se sont séparées par la guerre, ça c'est la décolonisation. Très simple. Après, on peut parler de décolonisation mentale, émotionnelle, toutes autres choses. Mais ça, c'est la vraie définition de décolonisation. L'indépendance d'Algérie, la France revient chez eux. Quand vous voyez le monument aux morts d'Algérie en France, c'est tellement changé. Par exemple, le monument aux morts d'Oran, qui est actuellement à Lyon, ils ont ajouté, c'était au début, que pour la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Quand ça arrive à Lyon, parce qu'on peut toujours ajouter des titres au sort des monuments, maintenant, c'est pour les soldats qui ont combattu en Algérie. Et c'est là-bas qu'ils vont chaque 11 novembre. Ils ont lié la Première Guerre, la Deuxième Guerre et la guerre d'Algérie. C'est la même chose avec le monument aux morts à Paris. Ils ont lié toutes les guerres que les font, Indochine y compris, peut-être Maroc et Tunisie. Mais ils sont tous ensemble maintenant en France. C'est leur manière de traiter les monuments. Mais en Algérie, c'est notre démarche, parce qu'il reste beaucoup ici. On peut ajouter des titres, on peut détruire, on peut conserver, on peut mettre dans un musée. Et les Algériens ont répondu par faire tout ça. Toutes les possibilités sont faites. Il y a par exemple, quand j'étais à Sidi Bel Abbès, ce qu'ils ont fait là-bas, il y a un monument extraordinaire là-bas, par une sculpture magnifique, très connue en France, comme Landowski, Pommier, ils sont tous connus. Et à Sidi Bel Abbès, ce qu'ils ont fait, ils ont laissé le monument aux morts là-bas, ils ont mis du marbre sur le monument aux morts et ça reste exactement intact. Alors, comment on peut penser ce monument? Les gens qui se rappellent qu'il y avait tous les noms
Et c'est rare en Algérie que tous les noms sont alphabétiques. Normalement, les monuments aux morts qui sont conservés, par exemple, j'ai vu une à Miselbine, les Français sont d'un côté du monument, les soi-disant musulmans sont de l'autre côté. Mais à Sidi Bel Abbès, c'était tout le monde ensemble. C'est toujours là. C'est comme le monument à Alger. Vous trouvez le monument originel là-bas. Et c'est aussi où le monument se trouve. On garde toujours les places, l'architecture française coloniale, on le garde. Et c'est comme une place, un centre, comment on dit en français, traffic circle, dawar, en arabe, c'est quoi en français, traffic circle? Rond-point, ça c'est algérien, oui. Rond-point, c'est pas français, c'est algérien arabe, n'est-ce pas? Rond-point, c'est français. Non, mais on parle rond-point ici. Dawar, personne n'utilise. Tout le monde qui parle arabe algérien dit rond-point. Alors, c'est comme le rond-point demande qu'il y aura quelque chose là-dedans. Et chaque fois que la ville grandit, c'est presque Oran 2, la deuxième Oran est plus grande que la ville coloniale. Il y a un rond-point et il y a une statue de n'importe quoi. Ça peut être un Emir Abdelkader. Et cette idée de rond-point demande toujours en Algérie qu'on continue à fabriquer des statues. L'idée, le transfert de cette création est complet ici. Personne ne questionne l'idée de mettre un monument ou quelque chose, une statue, dans un rond-point. Ça peut être une pomme, une orange, j'ai vu des poissons. Il y a quelque chose. Je ne sais pas si j'ai compris. Je voulais juste te dire, Suzanne, Lyon, je ne sais pas si c'est un hasard ou il y a une suite dans les idées, c'est à Lyon les lieux de l'exécution à la guillotine. C'est Lyon. Oui, ça c'est Montluc, la prison de Montluc. Ils ont exécuté les combattants algériens. Il y avait... Pardon? Jean Moulin. Montluc. Oui, mais c'est à Montluc. Oui. Mais ça n'a rien à voir après 62, quand les Français d'Algérie ont débarqué. Ils ont été accueillis, ils étaient les rapatriés. Et les patriés ont eu les indemnisations pour perdre leurs terres. C'est pas les colonisés qui étaient indemnisés, c'était les colons qui étaient indemnisés par la France. Ils ont eu au moins 4 indemnisations pour s'installer en France, y compris des quartiers entiers, des bâtiments. Et après 62, il y avait la municipalité parce qu'il y avait cet échange entre Lyon et Oran. L'ancien maire français d'Oran était de Lyon. Le maire de Lyon, ses parents étaient enterrés en Algérie aussi. Alors, il y avait toujours les contacts entre les deux. La municipalité est venue ici, les conseillers, pas ici à Oran, pour demander leur statut. Et à cette époque, il y avait le maire, Ben Ali, Srir Ben Ali. Il a dit, il peut prendre les 3 soldats, on reste avec le socle. On les laisse légalement. Et le socle est resté avec les batailles de Première et Deuxième Guerre jusqu'en 88. Il y avait l'Union de Maghreb à Oran et Chadli Benjedid a demandé de recouvrir avec... il y a un poème de Mufti Zakaria sur le monument. Alors, le monument peut rester, peut changer à partir des événements algériens aussi. Mais ici, ça c'est sauvegardé. Heureusement pour moi, peut-être pas pour vous.
c'est magnifique pour moi, c'est Team God, c'est tout ce que M. Benyahia a décrit. D'accord. Je me permets de parler. Et juste pour répondre, monsieur, donc il faut appeler un chat un chat. C'est un héritage, appelez ça un butin de guerre. Mais tout autant comme la langue que vous maîtrisez assez bien, ça reste un butin. Donc je suis avec madame le professeur, professeur du tout. Vous voyez, français, c'est pas ma langue, c'est pas votre langue, mais on l'utilise. Oui, justement. J'écrase le français, mais je l'utilise. Voilà. Et donc, en fait, j'ai suivi avec vous, et je suis tout à fait d'accord. Mais ce que j'aimerais savoir, bon, on a écouté, on a entendu l'idée de M. Benyahia, mais j'aimerais savoir, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à cet héritage? C'est à vous. C'est le sujet de ce Oui, qu'il a. j'ai effleuré la question. Mais de toute façon, Oui. la réponse, tout au moins pour Constantine, et même la bataille des portes de fer, Mokrani, Boumazar Haddad, ses deux enfants, Mohamed Aziz, Bournan, tout ça, cette révolte, les chefs historiques ont été jugés ici. Comme on peut dire, les seconds couteaux, c'est Blida. Et la déportation, c'est à partir d'ici. Donc cette histoire peut s'inscrire parfaitement dans ce lieu, puisque la gendarmerie, c'est le tribunal militaire. Et nous, C'est ce projet. D'ailleurs, il y a un grand quotidien français, le journal La Croix, qui en fait une longue interview. Je dis bien, par exemple, en Pologne, il y a tous les camps de concentration, tout ça. C'est la Pologne, pour rendre hommage aux crimes nazis, c'est la Pologne, même s'il y a Yamand en général, c'est Treblinka, Auschwitz, etc. Pour l'esclavagisme, ça ne date pas depuis longtemps, c'est depuis 2005. Avec Taubira, tout ça, les mouvements associatifs des Africains, ils ont reconnu donc que l'esclavagisme est un crime contre l'humanité. Ils ont fait, c'est l'île de Gorée. Elle est intacte. Pour le colonialisme, ça n'existe nulle part. Mais le colonialisme le plus violent, le plus dominateur, c'est ici. Et donc, cette ville qui est symbole de résistance, c'est donc dans cette ville où on doit construire ce musée de la mémoire coloniale, crime contre l'humanité. Puisque l'obélisque, vous voyez les canons qu'il y a, c'est moi. J'ai détourné les canons qui étaient autour du maréchal Vallée pour les récupérer, en en faire une autre écriture. Et donc, la pyramide, le tribunal canons de Valais restent là-bas. c'est tout. Il faut qu'on récupère. Par contre, on doit revendiquer toutes les statues qui sont parties, notre bien, on doit le revendiquer pour le retour et écrire l'histoire. C'est ça. Le canon de Valais a utilisé l'Algérie comme laboratoire. C'était le premier usage des canons de Valais. Ils sont là-bas. mais en fait, Je les vois. ça, on le sait. Donc, Oui. ma question, en fait, qu'est-ce qui vous empêche, ou qu'est-ce qui nous empêche d'avoir tout ça? Je vous répondrai personnellement parce que c'est à moi de répondre. Oui, je suis pas On peut discuter algérienne. ailleurs. On peut poser le problème ailleurs. Bien sûr, merci. Je vous suivais. Bien sûr. Je vous suivais. Tout ce que vous faites, je note. J'ai mes idées, mais c'est par rapport aux États-Unis, j'apprends. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'on fait aux États-Unis pour l'esclavage? Qui est quelque chose de nouvelle. Depuis quand on Comment? commence, s'il te plaît, depuis quand on a commencé à poser ce problème? Même pas 20 ans. Même pas. C'est une question claire. C'est depuis 62. Oui, voilà. J'ai jamais trouvé une oreille, une écoute responsable. Merci. Vous avez l'expérience que nous n'avons pas. Alors je vois, qu'est-ce que vous faites?
Ma question à moi, en fait, c'est une proposition. Je ne sais pas si vous partagez le même point de vue. Par exemple, le monument d'Alger, qui est totalement encastré et qui ne représente rien actuellement. Pourquoi pas le rendre à la France et en contrepartie, on essaye de récupérer des biens qui sont purement algériens et qui ont été volés par les Français, tels que le canon de Brest, voilà, qui est de Brest. Les canons de Harossa qui sont à Brest. Voilà. Ça fait déjà partie du rapport de Stora, Et ici, le canon de Brest. voilà. Il s'agit de ça, oui. Parce que à partir du moment qu'il est encastré, qu'on ne voit rien, pourquoi pas en profiter pour... je voulais aussi... Mais qu'est-ce que vous voyez là-bas? Justement, c'est parce c'est Un chef-d'œuvre d'art moderne. C'est un chef-d'œuvre de Issiakhel. Pourquoi vous voyez la ah, France? Ça à droite, ça c'est à droite, ce qui est oui, maintenant. je vous À comprends. gauche, c'est ce qui est Couvert. Et je couvert. crois ce qui a vraiment de la valeur pour nous, c'est le canon de Brest. Mais ça c'est autre chose. Non, les deux. Il y a ça, on a déjà filmé. Ça c'est autre chose. Il ne faut pas mêler les deux choses. Et puis, je voulais aussi parler du monument aux morts constantinois, dont vous avez essayé de lui garder authentique. En fait, en France, le canon de Brest, ils ont mis le fameux coq français au-dessus. Donc, je ne dis pas qu'on devait lui massacrer ou bien de changer son authenticité, mais de mettre quelque chose qui reflète qu'il a été récupéré par nous. Alors, le Mahrousa, Ouais. c'est ce canon qui a été fabriqué à la Casbah. C'est un fondeur vénitien qui est venu jusqu'à Alger. Il a fabriqué ce canon de 7 mètres. Et donc, Mahrousa, c'est Alger, la capitale, était défendue, personne ne pouvait l'approcher. Et c'est du temps de Louis XIV qui a été tellement utilisé qu'il y a l'élément déclencheur a fondu. Le consulaire. Oui. Donc, c'est Babassi, Lahirahmou, qui était président de la fondation Casbah d'Alger. On est 3 ou 4, mais c'est Babassi. On a saisi par courrier, bien sûr, la Casbah d'Alger, Fondation Casbah d'Alger. Il a écrit à Jacques Chirac demandant le retour, parce que c'est quand ils sont partagés le festin. L'amiral Duperré n'a pas eu grand-chose, parce que tout le trésor d'Alger, plus une partie de Constantine, partie sur Gênes, sur Londres, ils sont partagés. Mais Duperré, l'amiral, il ne restait pas grand-chose. Eh ben, il a pris le canon, il l'a amené dans sa ville natale. Et donc, Ça reste dans le gendarmerie militaire de Brest, oui, donc, navale de Brest. et Chirac a répondu favorablement. Il a dit oui, mais voilà, vous demandez à Alliot-Marie, qui était ministre de la Défense. Mhm. Il a dit d'accord, mais vous êtes une association, il faut une Il demande faut le officielle. gouvernement algérien officiellement. Voilà. Malheureusement, une ministre de la Culture, c'est en disant, vous n'êtes pas, c'est à nous de faire Oui, ce travail, c'est mais vrai, elle ne l'a jamais fait. Non. Babassi, Légalement, c'est au gouvernement État algérien de faire le demande. Ils n'ont jamais fait. parce que le mouvement, l'association, il est limité, tu vois, c'est à l'intérieur du territoire national. À l'extérieur, c'est à l'État Il y a des algérien. démarches légaux qu'il faut faire pour rapatrier quelque Madame, chose. ça Il c'était faut que le gouvernement fasse le ça, demande. c'est des réponses tactiques.
Abdelzak, depuis tout à l'heure, il demande la parole, s'il vous plaît. Donnez-lui la parole. Ça, c'est autre chose. Et pour revenir à ce que disaient les collègues, comme quoi c'est un britannique, pas tout est un. On n'a aucun héritage, comme l'a dit mon ami, pour des choses qui représentent vraiment la colonisation. Quand on revient à l'histoire et on revoit tout ce qu'a fait un Bugeaud, tout ce qu'a fait un Labouricière, tout ce qu'a fait un Vallière, Pélissier, ça m'étonnerait qu'on puisse garder un monument parce que c'est un monument. Hein? Si on garde effectivement, il ne faut pas tout mélanger. La statue là de la Vierge, oui, c'est un truc artistique. Et les monuments qui représentent une histoire douloureuse, on n'est pas censé, si on veut vraiment être décolonisé, sinon on irait dans le sens, pourquoi alors laisser les noms des rues telles qu'elles étaient durant la colonisation, hein? On les a rebaptisées. Alors donc je prends la Et on dit c'est un responsabilité. butin de guerre. Non, ce n'est pas un butin de guerre. Je prends la responsabilité. Ce sont les habitudes des gens. Vous pouvez changer le nom de rue, mais les gens, ils gardent les noms comme ils voulaient. Le nom des rues, on modifie l'histoire. On efface une certaine partie très importante de l'histoire du pays. Avant, tu Aussi peux bien de la dire colonisation que de la n'importe révolution. El Moudjahid tel et tel, personne ne sait D'accord, pas c'était le un nom. moudjahid, c'est dédié cette rue-là à un moudjahid précis, mais On au sait moins pas. qu'il y ait une plaque commémorative pour désigner qui est ce moudjahid. Là, Mais même le à nom Constantine, des il y a 36 000 noms dont on rues ignore reste l'importance français. ou l'histoire même. Mais le nom des rues reste Ça, français tant que dans nous, les nous mémoires autres, des les gens. autres qui Vous restent, pouvez restent, mettre madame, autant des plaques c'est un débat, que c'est un vous débat. voulez. Il n'y a pas de problème avec les plaques. Mais les gens, en tant qu'anthropologues, c'est ça qui m'intéresse. Vous pouvez mettre la rue Moudjahid telle et telle, mais les gens disent rue Choupo. La plaque reste, mais les gens disent autre chose. C'est ça qui intéresse l'anthropologue. C'est notre bataille pour les Algériens, pour une étrangère anthropologue. C'est ce que les gens font qui nous intéresse. Suzanne, je réponds. Il ne faut pas imaginer que l'histoire, à ton âge, ou l'âge de ton fils ou de ton petit-fils. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, peut-être ton père est un shahid, ton grand-père, tout ça, c'est vrai que ça ne peut pas. Mais non, mais dans un siècle, dans 2 siècles, ce n'est plus la mémoire vivante, mais cette mémoire éternelle. À ce moment-là, les chercheurs, l'historien, le citoyen, il a en face de lui l'écriture de l'histoire à travers un livre, à travers une statue, à travers un tableau, etc. C'est-à-dire, ce sera une mémoire apaisée. Et c'est vrai que c'est délicat de tenir tête à quelque chose qui symbolise effectivement le crime. Je dis bien, avec la plus grande difficulté que j'avais trouvée depuis très très longtemps, c'est d'abord ici. Alors que notre devoir, c'est d'écrire cette histoire éternelle. L'histoire romaine, on peut l'écrire en toute tranquillité, pour la culture, mais c'est pour ça que je vais poser la question en disant depuis quand? Depuis 20 ans, 30 ans. Je ne sais pas comment j'ai eu cette conscience de comprendre et qui s'est mêlée dans mon travail artistique de création. Par exemple, la guerre actuellement en Ukraine, un jour, ils vont regretter amèrement tous les monuments de l'époque soviétique qui sont en train de démolir. Aux États-Unis, ils ont démoli, ils ont déboulonné la statue sur le racisme, tout ça. C'est une tragédie pour la mémoire elle-même. L'être humain se nourrit de tout cela.
Laissons un poète venir s'inspirer avec tous ces symboles pour nourrir sa poésie, pour nourrir son documentaire. On ne peut pas écrire avec le vide, parce que si on doit éliminer tout ça, dans un siècle, tout ça, tes petits arrières, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils écrivent derrière? Donc, on doit laisser les preuves du crime. Quand il va écrire Youssouf, ça veut dire que il fallait laisser Bugeaud, laisser tout ça pour que les gens puissent. Non, tu n'as pas. Non, on ne dit pas ça du On ne dit pas ça du À un tout. certain moment, On ne dit pas laisser toujours. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui demande la parole depuis toujours. On ne dit pas laisser toujours. Abdelzak, vas-y, parle. On ne dit peux pas intervenir, laisser merci. toujours. Personne ne dit ça. C'est gentil. أنا قاعد تعقل اليوم. J'ai remarqué ça, j'ai remarqué. Non, ce que je voulais dire, il y a un débat de fond, c'est clair. Et le débat est politique et idéologique. Ça nous concerne en tant qu'Algériens. علاش؟ Parce qu'on peut se poser la question. Est-ce que on gère notre trauma colonial par éradication? On essaie de comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire. Et à ce moment-là, les mots ont du sens. L'héritage des Vandales, c'était des Vandales. Et pourtant, leur héritage doit être protégé. Il n'y a pas d'héritage. لا اسمح لي اسمح. C'est un point de vue. Chacun, les mots ont leur sens. Pour moi, le héritage. ما يهمش. S'il te plaît, il faut le laisser parler. Apprenez à vous écouter. Est-ce Abdelzak, que parle, s'il te vous plaît. pouvez me poser une question? La première question que je veux poser, et je vais revenir à la discussion, est-ce que l'ouvrage, s'il vous plaît, est-ce que l'ouvrage est traduit en français Non. ou en arabe? Voilà. Non. Ça, je ne suis pas très anglophone. Moi, Ce que je voulais dire, c'est que c'est des éléments de débat, ça vaut le coup. Au niveau de l'université, on a des enseignantes et des enseignants universitaires qui travaillent sur le patrimoine. On a des étudiants et des étudiantes qui font des masters et des mémoires sur ces questions. On a l'archéologie qui se met en valeur de plus en plus en Algérie. On s'intéresse au patrimoine, même si à Khanchla, il y a quelques jours, on a voulu célébrer un grand guerrier roi numide. La statue qui a été confectionnée a été éradiquée. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Quand on se pose toutes ces questions-là, celle de Aïn Fouara, c'est ma ville natale. Moi, je suis né, j'ai grandi avec Aïn Fouara. Alors, je ne sais pas si la problématique de la fertilité est au centre de Aïn Fouara. J'ai des doutes parce que j'ai jamais entendu parler de cette histoire, mais ça peut exister. vous êtes un homme. Ça peut exister. Mais je ne suis pas sûr que c'est la centralité du monument est à ce niveau-là. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que devant Aïn Fouara, à 50 mètres, il y a un jardin paysager où il y a des monuments inimaginables. Le musée de Sétif est un musée d'une grandeur inimaginable. En plus, celui de Constantine, etc. Je veux dire, il y a une histoire. Pas une histoire unique. Une histoire plurielle. Une histoire diverse. Est-ce qu'on a éradiqué le patrimoine ottoman? Non. Il est parfois abîmé et même parfois abandonné. C'est pas ça le problème. Mais je veux dire, on a eu une histoire longue, riche, mais aussi marquée par. C'est une histoire de violence coloniale. Et nous avons subi tellement de colonisation que nous avons la rancœur justifiée et objective de rejeter toutes ces colonisations. Mais le rejet des colonisations ne doit pas se faire par une pensée unique et unifiante. Il n'y a pas d'uniformité dans la pensée, comme il n'y a pas une seule lecture dans l'interprétation du patrimoine. Le patrimoine, c'est la mémoire. Le patrimoine, c'est la mémoire. Et dans cette mémoire, c'est une mémoire transgénérationnelle, comme on l'a dit. C'est-à-dire, il n'y a pas que nous, aujourd'hui, en 2024.
dans 5000 ans, ce patrimoine va servir à décrypter la réalité d'une société millénaire. Une ville citée comme Constantine, abîmée au quotidien, comme l'exprime notre ami Khalfi qui mène un combat là-dessus, c'est-à-dire comment expliquer qu'une ville comme Constantine, peut-être une bonne partie de la population, ne mesure pas ni l'histoire, ni la densité de l'histoire qu'il y a dans cette ville. Parce qu'on ne donne pas de l'importance au patrimoine. Il n'y a pas une pédagogie de culture patrimoniale au niveau des élèves seulement de ça. Est-ce qu'il y a, ça existe grâce à l'initiative de certains enseignants et enseignantes, est-ce qu'il dit ou l'EDNA, on emmène nos enfants au musée, visiter le musée? Très peu. Quelle clé? Elle cesse sur la base du fait qu'il y a des enseignants et des enseignantes qui ont cette culture citoyenne, cette culture éducative. Mais ça n'existe pas. Alors qu'on a un musée où il y a de la belle histoire et la plus violente possible. Mais c'est une belle histoire au sens où c'est une mémoire qui doit être transmise, la transmission de la mémoire. Et la transmission de la mémoire, et je ne veux pas rentrer dans ce débat parce qu'il est politico-idéologique, j'espère que l'université d'architecture vous invitera à débattre de ce côté-là, et on sera plus libre au niveau de l'expression des idées pour en parler. Mais ce que je veux dire, le patrimoine, sa transmission ne se fait pas par la pensée unique, qu'elle soit idéologique ou politique. L'esprit doit être ouvert, et l'esprit ouvert, ça s'appelle la pensée critique. Alors, j'ai une question pour vous. Toujours deux. J'ai une question pour vous. Il y a un lycée à Marseille qui s'appelle lycée Bougeot. Dernièrement, ils ont, on peut dire, déboulonné le nom, le statut, et c'est sur le nom de Arpède Litim, qui est le premier soldat tué pour la libération de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est un Algérien. Est-ce que vous êtes contre ça? C'est la décision de la France. Ce n'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. C'est pas pareil. Il est mort pour la libération de la France. Alors, il y a un mouvement en France pour reconnaître que Bougeot était un criminel et déboulonner son statut, le nom, les rues, tous en France. Ils ont commencé avec un lycée à Marseille. Ça, c'est un très bon exemple, madame. C'est un très bon exemple. La France, qui reconnaît en Bougeot un criminel, elle le déboulonne. Et nous, chez nous, on aimerait bien que ce monument soit gardé. On n'aime pas que ça soit ici. Mais si vous dites pour les Arabes, moi je comprends. Hein. Non, parce personne que ne quand dit vous ça. dites certains de monuments ont été repris légalement et d'autres illégalement. Non, on met dans un musée pour l'histoire et la mémoire. C'est tout qu'on a dit. Pas qu'on le garde ou se garde. Quelqu'un comme Pujol, c'est tout. Suzanne, on prend une dernière question. Juste un droit de réponse. Une dernière question. Un droit de réponse par rapport au mot héritage. J'insiste. Et pour éviter qu'il y ait une polémique avec mes deux concitoyens, chacun a ses mots. Pour moi, un héritage, c'est quelque chose de positif. Or, en ce qui concerne la colonisation française en Algérie, d'abord c'était une colonisation d'acculturation, essentiellement. Donc, en ce qui me concerne, je ne peux pas admettre en tant qu'Algérien le mot héritage. Je mets mémoire et histoire parce que effectivement nous avons une histoire, une mémoire et surtout une histoire encore non écrite, et on permet à ceux qui ne veulent pas reconnaître les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, les Français, hein, qui ne veulent et qui n'entendent, veulent même pas entendre parler de repentance,
Et moi, en tant qu'Algérien, je suis obligé d'accepter cet héritage. Il n'y a pas d'héritage. Tant qu'ils n'acceptent pas, eux, leurs crimes, on ne parle pas d'héritage. Les autres, qu'ils emploient le mot héritage, chacun est libre et c'est ça, ne pas avoir la pensée unique. S'il te plaît, est-ce que vous avez écouté ce qu'a dit Abdelrazak? Alors, ce que je propose, parce que je dis bien un droit de réserve, vous remarquez qu'on est ici et on parle. Et alors? Là, samahni, pour parler librement, va chez nous, ouvrez la porte. Effectivement, ça prouve, vous voyez, que ça s'agit parce que c'est un sujet brûlant et depuis 62 ans, on n'a pas encore abordé, sauf sur le plan d'un individu, d'un artiste, tout ça. Donc, moi, je te demande d'agir, toi, ceux qui ne sont pas encore convaincus, ou ceux qui sont convaincus, qu'on puisse discuter chez nous de notre propre histoire, sans complexe, et dans un esprit de compréhension des différences. Je dis, je ne peux pas parler. Je suis bien placé. La chance ou la malchance a fait que vous avez quelqu'un qui est en face de vous depuis 62, que je vis, que j'ai subi. Je ne peux pas dire, le contexte il est très délicat. Voilà. Je veux parler, et je veux parler dans une institution où j'ai toujours été libre dans mes propos, dans ma parole. Je l'ai payé chèrement. Donc, mais je reste toujours volontaire dans ce travail de justice historique. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'ils reconnaissent. C'est à moi de me reconnaître d'abord moi-même. Que les autres reconnaissent ou non, ça c'est leur problème. Moi, je me reconnais. Donnez la parole. Ici et dehors. Je te dis. J'écris, tu le sais. Il ne s'agit pas de toi ou de moi. Il s'agit, comme dit Abdelrazak, cette écriture doit se faire à l'école, depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Chez l'éditeur, vous savez, il y a des Je peux ouvrages. dire quelque chose? Je t'en prie. Quand même. Dans le monde universitaire, nous qui faisons les études sur l'héritage, la plupart de ces études, ce sont l'héritage difficile. Ce n'est pas l'héritage magnifique, c'est difficile et ça fait. Et le mot utilisé dans les études, globalement, ici en Algérie, chez nous aux États-Unis, c'est les études de l'héritage. Donc dans ce cas-là, aux États-Unis, parler de l'héritage indien. Ici. Aux États-Unis, votre premier héritage dans ce cas-là, c'est l'héritage indien, parce que vous avez Alors, colonisé les c'est Indiens. quoi votre phrase? Qu'est-ce que vous dites? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. On est une colonie de peuplement. On est une colonie de peuplement. Oui, bonsoir. C'est pour ça que je comprends la France. On est une colonie de peuplement. Oui. Bonsoir. Il n'est pas une colonie de peuplement. Professeur Silmovic et Monsieur Benihia. Je suis particulièrement ravie d'être aujourd'hui parmi vous parce que, en fait, les débats sur le patrimoine, notre patrimoine, sont de plus en plus rares aujourd'hui à Constantine. Pour beaucoup de questions que tout le monde, pour un désintérêt aussi des deux côtés. Moi, je commencerai par vous dire que cette question du patrimoine, qu'il soit colonial, comme vous l'appelez, ou là, comme il est communément appelé, ou même autre,
on y est encore, c'est très conflictuel aujourd'hui. C'est-à-dire on n'est même pas encore au stade de se dire c'est un patrimoine colonial ou pas. On n'a même pas pris soin de ce qu'est notre patrimoine reconnu, qui est la vieille ville, et certains monuments qui sont aujourd'hui en danger et qui dépérissent. Donc, je commencerai par dire que notre rapport à notre patrimoine, quel qu'il soit, il est très conflictuel encore. Et c'est-à-dire que ça vient aussi de notre histoire. C'est une histoire qui est encore jeune. Il y a énormément de travail de sensibilisation qui reste à faire chez les plus jeunes, chez les plus âgés aussi. Un énorme travail d'implication citoyenne aussi à inculquer dès le plus jeune âge. Et donc, moi je rejoins M. Wapelzak sur ce point-là. Donc, le plus grand défi aujourd'hui, c'est le défi de la sensibilisation avant de questionner en fait quelque chose d'aussi pointu que la mémoire coloniale ou la mémoire précoloniale, tout d'abord. Et je continuerai par dire qu'il y a autant de problématiques que de monuments qui est posé, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas en fait discuter du patrimoine colonial de façon homogène. Il y a des monuments qui sont très hétérogènes. Chacun a été construit ou édifié pour des raisons. Et chacun a une mémoire, justement, a une histoire à communiquer. Il y a des monuments qui ont été construits en cristallisant tout le savoir-faire algérien, toute l'histoire aussi algérienne, matérielle et immatérielle. Je citerai pour l'exemple la villa du Centenaire à Alger, qui a été construite comme un patchwork et qui constitue en elle-même une somme, un musée à ciel ouvert de plusieurs éléments de la Casbah d'Alger. Il y a aussi les savoir-faire qui sont cristallisés dans d'autres monuments, par exemple la Médersa de Constantine, qui a été construite avec, c'est les Saint-Simoniens, c'est le cœur des Saint-Simoniens. Tout à fait, mais avec un savoir-faire aussi qui est local, et avec beaucoup de rappels, et avec justement l'expression, enfin la première expression de dialogue justement colonial et indigène, comme on l'appelait à cette époque-là, algérien, et qui a donné naissance à cette architecture qui est le néo-mauresque. Et donc je reviendrai justement à dire que aujourd'hui le défi de la sensibilisation passerait aussi par expliquer aux gens ce qu'est ces monuments-là, ce que sont ces monuments-là, parce que pour la plupart, étant enseignante en architecture, mes propres étudiants ne savent pas que la Médersa est coloniale, ne savent pas que le monument aux morts est colonial, ce qui est un peu grave, hein. Mais je dirais qu'aujourd'hui, moi je vois les choses un peu différemment, sous un autre angle. C'est vrai qu'il y a l'angle des experts, de la société érudite, mais aussi tout le reste, et qui est majoritaire aujourd'hui. Et tout le travail, en fait, c'est d'inculquer cette culture de la protection, cette culture du patrimoine, cette sensibilité aussi, et qui demande à s'acquérir et à s'instruire. Et donc, je vous poserai à la fin une question, c'est-à-dire, est-ce que dans votre livre, que j'ai malheureusement pas eu l'occasion de lire, vous questionnez la reconnaissance, c'est-à-dire que vous partez du principe c'est le patrimoine, et donc en parlant du principe de patrimoine, c'est quelque chose qui est reconnu. Donc est-ce que vous questionnez la reconnaissance officielle ou la reconnaissance civile? Parce que c'est deux directions complètement différentes. Oui, et je propose, pour ceux qui peuvent lire en anglais ou même regarder les centaines d'images, je peux vous envoyer une PDF sans problème. Je n'ai pas le livre, mais j'ai une PDF. Oui, mais bien, ça c'est l'anthropologie. Qu'est-ce que l'héritage officiel? Qu'est-ce que le gouvernement ou l'État décide? Ça c'est le patrimoine, ça ce n'est pas le patrimoine. Et qu'est-ce que les gens font avec leur environnement? Qu'est-ce qu'ils sauvegardent? Qu'est-ce qu'ils détruisent? Qu'est-ce qu'ils ignorent et qui reste? Ça, c'est la démarche. Je ne propose pas qu'est-ce que les Algériens doivent faire. J'essaie de comprendre qu'est-ce que vous avez fait depuis 1962
parce que ça me donne une idée de notre démarche, que je dis que l'héritage est toujours, le rapport à l'héritage est toujours négatif, difficile, compliqué. C'est toujours un problème pour les gens. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça qu'on hérite? C'est toujours un problème. Pour compléter ce plan architectural, l'ex-garage Citroën, c'est un bâtiment art déco magnifique. Le casino était là. Il y avait trois grandes portiques. C'est quoi ça? Les Constantins ne le savent pas. C'est un rappel architectural de pont de CDH. On a cassé une mémoire architecturale exceptionnelle. On a démoli des casinos exceptionnels. C'est toute l'histoire de l'architecture. C'est dramatique. C'est des architectes. Mais quand on fait des choses dans l'urgence, quand les choses ne sont pas pensées, on est en train de se ruiner sur le plan des éléments de l'écriture de l'histoire. Oui, j'habite l'hôtel Novotel. Il y avait des jardins que je connais juste par les photos. Novotel, je peux être chez moi aux États-Unis. Mais les jardins qui étaient là-bas, c'était magnifique. On prend s'il vous plaît, on prend une dernière question ici et on clôture le débat. Merci. Bonjour cousin. Moi j'aimerais revenir à vous et au livre. Vous en tant qu'anthropologue américain, la question se pose comment et pourquoi Susan Liomovitch s'est intéressée au patrimoine algérien, c'est-à-dire aux monuments historiques. Pourquoi et comment vous avez pensé à faire ce livre? C'est très intéressant quand même. Même si c'est en anglais, on espère qu'il sera traduit en français et en arabe pour que tout le monde puisse le lire. Comment et pourquoi vous êtes intéressé aux monuments historiques algériens de l'époque coloniale? J'étais certain que personne ne pose cette question. Alors, j'ai fait mes études au Caire, j'ai rencontré les Algériens qui étaient tout le monde à apprendre l'arabe. Ils m'ont invité en Algérie en 90 pour une grande colloque. Le colloque dure 10 jours. Il y avait un grand anthropologue, Ahmed Ben Naoum, qui était en 90 à la tête de... Ça s'appelait à cette époque le CRAP, Centre de recherche d'anthropologie. Alors, il m'a proposé de rester 3 mois au lieu de partir après 10 jours. Et il m'a envoyé à Oran et Tlemcen pour faire des études anthropologiques sur le pèlerinage en 90 qui dure encore vers la Vierge de Santa Cruz à Oran, parce qu'il a dit c'est mieux si c'est le nom algérien. Et le deuxième pèlerinage, oui, qui était à Tlemcen de Rabankawa. Je suis restée 3 mois. Et je suis tombée amoureuse de l'Algérie. Voilà. Je me suis mariée, je suis revenue. Lui, il a la citoyenneté américaine, je n'ai pas la citoyenneté algérienne. Et je suis revenue chaque fois, je fais les liens avec les universitaires, surtout à l'ouest. Et je m'occupe toujours de sujets anthropologiques comme le patrimoine et l'héritage. Les pèlerinages vers les statues, vers le rabbin. C'était une démarche d'amour et d'anthropologie. Merci. Cette histoire, je la connais. Vous nous avez raconté. Mais le comment du livre, pourquoi vous avez choisi de faire tel livre?
c'est mon 5e livre. Je pense avec. Je suis une universitaire, on écrit des livres. Je ne sais pas exactement votre question. Le choix des monuments historiques algériens. Oui. Il y a carrément votre téléphone en Algérie. Et il y avait ce moment d'étonnement. Je me suis promenée toujours sur le front de mer à Oran. J'ai même vécu en face du monument que j'ai pensé c'est un monument à la guerre de l'indépendance avec Mufti Zakaria. J'arrive à Lyon et je vois c'est le monument d'Oran à Lyon et j'étais étonnée. Il y avait ce bouleversement anthropologique qui vous donne l'idée de mais je dois comprendre tout ça. Est-ce que c'est unique? Est-ce que c'est partout? Qu'est-ce qui s'est après? J'ai posé des questions plus grandes. Qu'est-ce qu'on fait avec l'héritage? J'étais influencée par qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis les derniers 20 ans. Tout ça joue sur l'idée d'un bouquin ou une enquête, une recherche plus ou moins. Et ça vous a pris combien de temps pour le faire? On peut dire que c'est quelque chose qui joue dans ma tête pendant 30 ans. Hein. Et c'est juste les derniers 10 ans, quand j'ai vu ce conflit aux États-Unis, que je me suis dit, mais les Algériens, ils ont affronté ça depuis 1962. Alors, j'ai décidé de commencer ici. Parce que je n'aime pas les statues américaines. Ils sont moches. Il faut qu'il y aura la beauté et l'amour dans une enquête. Quel est le monument qui vous a le plus marqué? Je pense que c'est ça de Constantine. Le monument de Constantine. Quand j'ai vu ça, après, j'étais à Kigali avant. Quand j'ai vu les deux, l'une après l'autre, c'est un monument d'une beauté. Merci. Merci beaucoup, Suzanne. Merci, Ahmed. Merci.